Merci d'accueillir Walter Salas et Jean-Pierre Lavoignat. Bonjour Walter Salas. Je suis très heureux d'animer cette conversation parce que j'aime beaucoup vos films depuis longtemps. Donc voilà, merci à tous d'être là. Petit flashback avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment vous est venue cette passion du cinéma et à quel moment vous avez décidé d'en faire votre vie ? Grand bonjour Jean-Pierre, je suis honoré d'être là avec toi et je te suis depuis tellement longtemps. Voilà, c'est un grand honneur d'être avec chacun d'entre vous également pour cet échange dans le cadre d'un festival qui est aussi vivant et aussi polyphonique. J'ai des retours de tellement d'amis cinéastes qui sont heureux d'être là. Donc merci d'être venu. Pour répondre à ta question, j'ai vécu en fait à l'étranger, en France, quand j'avais de 7 à 11 ans, et mon pays me manquait énormément. Donc dans cet exil un peu déraciné, le cinéma, la découverte du cinéma était une manière possible de rentrer dans un au-delà qui m'a fait comprendre en fait que le monde était beaucoup plus ample que je ne pouvais l'imaginer. Tu vois, j'avais du mal avec le froid, je n'étais pas friand de croissants, j'habitais à Paris et j'ai pu à travers le cinéma retrouver des images du Brésil, du cinéma novo. J'ai pu découvrir le néoréalisme italien qui m'a beaucoup marqué. C'était l'époque de la Nouvelle Vague. Dans l'école où j'étudiais à Paris, d'ailleurs, il y avait 2 ciné-clubs, le ciné-club Godard oui. Et celui de Truffaut. Et il fallait en choisir un. Ah oui, l'un contre l'autre. Et moi, j'aimais les deux. J'étais le seul qui voulait aller aux 2 ciné-clubs. Mais ce n'était pas prévu. On va voir un exemple avec un extrait de Carnet de voyage. Là encore, le contraste. Entonces, ¿por qué viajan? On a l'impression que c'est le moment de bascule, quasiment, de la prise de conscience de... Oui. En fait... Le premier moment, qui mélange d'ailleurs acteurs et non-acteurs, justement, c'est ça que j'allais te demander. Est une scène intéressante parce que ils comprennent qu'ils ont un privilège de classe. En fait, c'est un film bien sur sûr, cela, sur cette ça, compréhension du privilège de classe. Sur pourquoi vous voyagez. Pourquoi vous voyagez. Juste pour voyager. Voilà. Et en fait, la deuxième scène est le premier réveil qui petit à petit, compte-gouttes, commence à devenir de plus en plus aigu à mesure que le film avance. Donc c'est quelque chose construit c'est des scènes construites dans l'urgence aussi, c'est-à-dire dans la mise en scène. C'est que pratiquement une première prise ou deuxième prise. Et elles sont faites le plus rapidement possible pour répondre à cette tension-là. Mais par exemple, le couple-là, tu l'avais repéré avant, tu l'as trouvé sur place ? Oui, on l'a repéré avant. Elle est actrice. Ah oui. Et lui, en fait, on l'a rencontré... sur la route ? Sur la route, il était électricien, oui. Ah oui. Mais comment tu travailles avec eux concrètement alors ? Alors, évidemment... On a fait un test avant et j'ai travaillé avec lui 2 jours avant personnellement pour arriver à quelque chose. Et il était complètement, franchement, il était au même niveau que les autres acteurs et complètement imbu de ce personnage-là. On a l'impression que le film il est nourri des rencontres que vous avez faites sur le cours du chemin. Comme l'itinéraire d'Ernesto et de son ami. Voilà. Et
et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a compris très rapidement sur ce film, c'est que il faut toujours travailler avec la nature, mais jamais contre la nature. Jamais contre la nature. Donc quand on est arrivé, par exemple, la première étape du voyage se passe en Patagonie, et on est arrivé en Patagonie un dimanche. C'était le premier jour d'été, et il neigeait. Mais c'est pas qu'il neigeait un peu, c'est qu'il neigeait beaucoup. et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que dans le trajet, tu vois, dans le livre, il n'y a absolument rien de ça, parce qu'ils ont fait le voyage pendant l'été, comme nous. Mais il neigeait, et on a bondi sur cette possibilité-là. C'était un dimanche. Et donc, j'ai demandé qui voudrait le faire. Les acteurs, immédiatement, ont embrassé l'idée. Et Éric Gauthier, évidemment, aussi. Il a cette liberté en lui aussi. Et 7 ou 8 autres personnes. Donc, on était un tout petit groupe. Et on a tourné 7 ou 8 scènes improvisées. Elles sont toutes dans le film. Et je les ai montrées après à Granado, qui est à l'origine, donc le personnage à l'origine du voyage. Et je lui ai dit, écoute, on a tourné cela en dehors du livre, vraiment, on a bifurqué du livre. Et qu'en penses-tu? Il a dit, écoute, c'est exactement ce que j'aurais fait, c'est ce qu'on aurait fait dans... Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'une adaptation, c'est avant tout la possibilité de capturer l'esprit d'un livre. Non, la dame, là, allez-y, s'il vous plaît. Parce que, oui, juste une dernière. C'est possible? Merci beaucoup. Wow. Je crois qu'il n'y a plus personne dans la cabine pour traduire. Je m'appelle Denise Mbaye, je suis actrice d'Allemagne, and I want to switch to English. If it's, I was really impressed by your film yesterday, and I just wanted to say that it works. The nostalgia with the 8mm, also this pressure we have when the father leaves. I stopped breathing during the film, but what I always see is that even if there's trauma, fear, and suppression, your characters still smile. They are still strong. And I want to know, where do you get your strongness? Is it are you into spirituality? What do you use to stay strong during filmmaking? That's a really good question. Thank you for asking it. First, what gave us strength was the real live character of the mother, Eunice Paiva, because she really found this unique manner of resistance that transcended the kind of frontal resistance to an oppressive regime by offering what you just said, by never allowing herself to be seen as a victim, and second, by whenever they ask her to, appear sad and cry, she would do exactly the opposite. She would say, smile. And that is so extraordinarily effective. And as her restraint is also her restraint in real life, we worked a lot on retaining emotion as opposed to unleashing emotion. And I never thought that it could be so expressive than this. And of course, Fernanda Torres, being the extraordinary actress that she is, she finds all different kind of tones, sensibilities within that range, But it has to do with expressing a lot within a very thin width band, and where do we find the strength in the collectiveness of cinema? Because there's always one day where somebody in the crew finds it impossible to continue,
and then somebody else says, no, it's not. We can. You know, there were days in Motorcycle Diaries that I said, we're never going to get to the end. And then Gael would come and say, come on, you know, let's go. And then there were days where he was depressed, but somebody else said, no, let's. And on this one, I think that what really gave us the strength from beginning to the end, and what kept the desire of cinema alive, and desire is so incredibly important in cinema, in whatever job that you do in cinema. Desire is the triggering effect, I think. And what gives us that perception is the fact that everyone in the crew realized that we were doing a film about the past that hadn't been seen through the microcosm of family, but we were also doing a film about the present, unfortunately. Mm-hmm. Because, you know, the rise of these extreme right regimes a little bit everywhere in the world are, in Brazil, so palpable, but in other countries as well, you know, and ultimately the realization that what we were doing was about today and perhaps about tomorrow is what kept us going, you know. So that was it. There were days where we also thought that the film would never exist, and then it's here. Thank you for everyone. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci surtout, beaucoup. Walter. Merci C'était un à plaisir. toi. C'était super. Merci infiniment.